Ok, bon, bonjour à tous. Aujourd'hui, on change complètement de type de vidéo. On va pas parler de technique aujourd'hui. On va pas parler de comment se protéger d'une attaque RP spoofing. D'ailleurs, j'ai pas terminé, mais c'est pas grave. On va pas parler de comment faire une attaque ou tout simplement comment créer des fonctions mathématiques en Python, JavaScript, probablement Rust dans le futur. Mais non, 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 non. Aujourd'hui, on parle de quelque chose qui change. J'ai créé un site web avec deux de mes collègues. Let's go. Je vais vous expliquer l'utilité, les raisons donc pour lesquelles je les ai fait et comment ça fonctionne en live. Je vais vous le montrer. Sur ce, générique. Donc normalement là j'aurais coupé. Bon les gars, là il faudrait comprendre l'utilité de notre site web. Tout simplement, ce site web, donc cette app web est d'abord écrite en Rust et compilée en WebAssembly. Pourquoi? Tout simplement parce que nous essayons de faire en sorte que vos données restent sur votre appareil, que vos données ne partent pas sur des serveurs qui vont être utilisés pour je ne sais point, dont je dirai le nom, dont je tirerai le nom autant pour moi, mais qu'elles restent et soient exécutées dans votre appareil. Mais avant tout ça, expliquons vite fait d'abord en quoi c'est utile. C'est utile pour les personnes qui font des études de données, qui font du machine learning, qui travaillent exclusivement sur des tabulaires. Pour l'instant, on ne traite pas d'autres types de données. Mais les données tabulaires, par exemple vos fichiers Excel, vos fichiers CSV. Je parle précisément des personnes qui font du machine learning, si vous voulez mettre un nom dessus. Donc de l'apprentissage automatisé ou non automatisé des machines. Pour faire des prédictions mathématiques plus tard. C'est-à-dire, vous prenez une donnée, vous apprenez ce qui se passe sur cette donnée et vous essayez de prédire le futur, ce qui va se passer dans un temps futur. Donc, on utilise le passé pour créer, pas pour créer, pour envisager une possibilité pour le futur. Où nous nous situons par rapport à cette étape? Nous nous situons à l'étape du nettoyage de données. Parce qu'en en machine learning ou en apprentissage tout simplement des machines, une étape revient de manière assez fréquente et elle est fastidieuse. Bon, ça dépend. Mais elle n'est pas forcément amusante. Lorsque vous scrapez les données ou tout simplement quand vous avez des données et que vous voulez les étudier, il faut d'abord les nettoyer pour avoir des patterns ou des chemins véridiques par rapport au métier, par rapport à la logique qui va être appliquée. Et nous, on essaye juste d'aider à ce que vous évitiez le code. La partie codage, Python, Panda, Spark ou encore d'autres types de bibliothèques selon votre type de données, selon la taille de vos données, autant pour moi. Bien sûr, certains me diront, non, on peut faire ça avec l'IA. Pas vraiment, je dirais. En tout cas, pas pour le moment. C'est-à-dire que vos données vont être envoyées déjà vers un serveur et à l'instant où vous aurez des données, par exemple, très sensibles ou personnelles que vous ne voudriez pas forcément envoyer au serveur, il vous faudra utiliser ces IA-là en local. Et c'est assez fastidieux, généralement, de faire tourner une IA en local si on n'a pas les ressources pour. Et de deux, les IA, elles peuvent halluciner. Elles peuvent tout simplement transformer vos données sans votre accord. Or, nous, ce qu'on a construit, c'est littéralement un logiciel prédéfini avec des fonctions prédéfinies. Bien évidemment, on ne couvre pas toutes les fonctionnalités qu'il existe dans ce monde car il y en a énormément. On peut dire que ça existe dans un continuum, donc un espace infini de solutions. Non, nous, on a quelques fonctionnalités. Bien évidemment, c'est juste un MVP, donc un minimum value predict. Nos fonctionnalités couvrent certaines parties et plus tard dans le futur, nous avancerons et ajouterons d'autres fonctionnalités pour être plus efficients et aider le plus de bandes possible dans cette étude de données. Bon, assez parlé de théorie, assez parlé de comment ça fonctionne. Pour comprendre c'est quoi le machine learning, je vous invite à aller voir des vidéos sur YouTube, Internet qui expliquent déjà qu'est-ce que c'est. Et beaucoup de vidéos existent pour découvrir et comprendre la logique derrière. Surtout quand on a un business, c'est assez intéressant. Quand on fait de l'e-commerce, etc. Ou du trading, peu importe. Maintenant, on va passer à la démonstration du logiciel. Let's go les gars. Bam. Bon, là on est directement sur le site. On est sur le site. J'ai déployé sur Netlify. On a déployé sur Netlify. Et là, comme on peut le constater, le
ça nous précise tout simplement que si on a des informations par rapport à des types, on peut tout simplement, ma faute pour les répétitions tout simplement, mais on peut chercher juste à côté dans la barre de recherche le type en question. String par exemple. Texte, on a une petite définition. C'est un type de colonne. Pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de travailler avec les données, c'est assez intéressant parce que ça vous permet aussi de découvrir le monde en même temps. Ce n'est pas fait uniquement pour des personnes qui travaillent déjà dans les données. N'hésitez pas à vous lancer si vous voulez comprendre comment vos business fonctionnent et comment les mathématiques aident à améliorer votre business. Allez, let's go. Ensuite, là, on a les conditions générales d'utilisation. Si je refuse, bien évidemment, vous n'accédez pas au site. Et là, il y a la politique de confidentialité, la politique de traitement des cookies. C'est assez fascinant parce que les cookies, c'est une ouverture à une faille de sécurité énorme. Déjà, je le dis à tout le monde. Hein. Pour l'instant, on n'a aucune base de données, donc vous pouvez tout simplement essayer de hacker. Ça ne va pas servir à grand chose à moins si vous tout simplement vous arrivez à hacker Netlify. Et là, ça peut impacter beaucoup de choses. Mais bon, c'est pas grave. Mention légale. Attention, je ne dis pas de hacker Netlify. Je n'ai jamais dit cela. On reste sur comment notre logiciel fonctionne. Et mention légale. Et si vous parlez anglais, vous êtes plus à l'aise en anglais, vous pouvez tout simplement changer. We can change the language like that. And that's a little bit simple. And we can find the name or the information inside this part. Like if you want to know what it is the boolean, what it is the string, what it is the number, what it is again the time, the timestamp, again whatever you want, you can find inside. And now this is et maintenant nous avons tout simplement les conditions d'utilisation et là je les accepte, bam. Et quand je les accepte, c'est quand après les avoir acceptés, j'ai le petit semblant de chat qui fait croire que c'est une IA, mais bon, c'est pas une IA. Hop là, aïe aïe aïe. Ok, on a remarqué un bug là. Ensuite, vous pouvez tout simplement importer un CSV, peu importe la taille du CSV. La première des choses, c'est qu'il va nous donner le nombre de lignes et le nombre de colonnes. C'est très important parce que ça nous donne une première idée de quel modèle on pourra utiliser pour les données. Imaginons les données possèdent un peu moins de lignes, avec 100 lignes, on peut utiliser des modèles qu'on dit linéaires, c'est-à-dire qu'il va faire une équation, donc il va établir une seule pensée, donc un seul pattern qui va faire la prédiction pour tout ce qui va être après. Par exemple, imaginons, je fais une étude sur les personnes. Je fais une étude pour savoir quel gâteau est le plus aimé dans ma pâtisserie. Plusieurs clients viennent, ils achètent un gâteau, ils achètent différents types de gâteaux, vanille, banane, ananas, peu importe. Et le gâteau qui revient le plus, c'est ananas. Pour un modèle linéaire, il va juste chercher à voir par exemple le gâteau qui revient le plus, quel est le gâteau qui revient le plus. Et pour lui, il va comprendre, ah ok, c'est ananas. Il ne va pas chercher à comprendre ce qu'il y a derrière, pourquoi les gens prennent ananas, pourquoi d'autres prennent banane. Non. Il va simplifier les choses pour créer une logique assez commune aux autres en utilisant par exemple en tout transformant sous forme d'équation, mettant des coefficients pour donner une équation la plus proche du bon résultat, c'est ce qu'on peut dire comme ça. Mais plus on a de lignes, plus on a de colonnes, plus les dimensions ou l'univers des possibles s'agrandit. Et ce n'est pas la meilleure des choses quand l'univers des possibles s'agrandit d'utiliser un modèle linéaire, tout simplement parce que vous dites à beaucoup de patterns, on s'en fout de vous, beaucoup de compréhension, je ne veux pas comprendre ce qui se passe profondément. Je garde ma petite logique et voilà, j'ai déjà ce que l'on veut. Mais quand on veut un peu plus de performance, on sait que, par exemple, là, nous devrions peut-être utiliser un modèle de gradient boosting. Quand on a un peu plus de données plus tard, bon, on pourrait utiliser peut-être un modèle neuronal, mais ce n'est pas forcément la chose la plus efficiente de prédiction. Mais bon, bref, on va sauter cette étape. Juste par rapport au nombre de lignes, on peut déjà savoir si on va utiliser un modèle de gradient boosting ou plutôt des modèles linéaires. Voilà. Et là, nous pouvons voir l'aperçu en nombre de lignes. Là, je clique, je vois le nombre de lignes, l'aperçu de chaque colonne. J'ai cliqué sur 10 lignes. Si j'augmente 8 lignes, je peux voir le nombre d'aperçus.
hop, aperçu en 8 lignes. Là, il m'a fait la mise à jour. Et là, je vais voir normalement 8 lignes si on compte 3, 3 et plus 2, ça nous fait 8. Ensuite, je peux lancer l'analyse. L'analyse qui va nous donner plusieurs informations qui va être juste à droite. Il y aura le type de colonne. Là, c'est en français. Il y aura le type de colonne, le nombre de valeurs nulles dans chaque colonne. Là, par exemple, l'idée, il n'a aucune valeur nulle. La colonne M subclass n'a pas de valeur nulle. L'enfrontège est une colonne entière avec des valeurs nulles. Donc, on pourra appliquer un changement plus tard. Valeur nulle, c'est quoi? Il y a tout un JSON qui contient les possibilités de valeurs nulles. Bien sûr, il y a aussi une continuité de valeurs nulles qu'on ne peut probablement pas compter, mais je vais mettre à disposition les valeurs nulles qui sont comptées comme ça. Vous, en tant qu'utilisateur, vous pourriez comprendre et connaître quelles sont les valeurs nulles connues, donc, et préalablement faire vos données, donc modifier certaines informations, vérifier si ces informations coïncident avec les possibilités de valeurs nulles qu'il y a ou de missing valeur qu'il y a à l'intérieur des données. Et si vous voulez comprendre c'est quoi une valeur nulle, c'est tout simplement une valeur qui peut être faite par erreur, donc lorsque la personne tape dans les données. Donc quelqu'un en train de remplir un tableau Excel, il fait une erreur, bim bam, c'est une erreur et ça n'a probablement pas de sens logique. Ou ça peut avoir un sens logique, par exemple si on étudie des données sur des maisons et une personne dans une colonne piscine, il y a plusieurs personnes qui ont un A et d'autres qui n'en ont pas, on peut probablement déduire que ceux qui n'ont pas de valeur, ça veut dire qu'il n'y a pas de piscine. Probablement. Après, il y a une pensée un peu plus profonde à y réfléchir. Mais bon, c'est pas le plus important ici. Ensuite, nous avons les stats. Les stats qui nous donnent les extrêmement minimum et maximum. Ensuite, la moyenne suivie de la médiane. On sait à peu près que la moyenne est un peu faussée à cause des extrêmes. C'est pour cette raison que le fait que les extrêmes s'affichent, c'est assez intéressant parce qu'on pourrait vérifier ou visualiser ce qui se passe. Et la médiane est un peu plus réaliste. Pour comprendre quelle est la formule de la médiane, quelles sont les formules de moyenne, si vous voulez, vous êtes intéressé, n'hésitez pas à dire en commentaire des trucs que vous voudriez que je réexplique dans d'autres vidéos ou que je fasse en live dans d'autres vidéos. Ensuite, nous avons les valeurs fréquentes. Les valeurs fréquentes nous permettent tout simplement de faire une petite cartographie à la place d'utiliser Metaplot ou Seaborn pour savoir quelles sont les valeurs qui se répètent le plus. Et en sachant ce genre de choses, nous pouvons bien évidemment, bon pas bien évidemment, mais déterminer probablement quel comportement on devra attribuer à tel type de colonne. Parce qu'il y a des colonnes de type discrète ou des colonnes de type continu. Et chacune de ces colonnes-là doivent être précisées, par exemple, dans des algorithmes comme celui du Mutual Information qui traite ces colonnes de manière différente sous forme mathématique. Et c'est très important quand on arrive à identifier ça, car on avance encore un peu plus vers le rapprochement de la compréhension de la logique mathématique. J'essaye de ne pas complexifier les choses, mais bon, on va s'améliorer au niveau des explications à force de répétition, je suppose. Ensuite, là, nous pouvons supprimer des colonnes. À l'instant où vous décochez une colonne, ça signifie que vous la supprimez. C'est un peu inverse, mais je ne l'ai pas mis pour l'instant dans le front-end pour que vous compreniez. Mais à l'instant où vous supprimez une colonne, vous décochez juste la colonne. Et là, j'ai supprimé la colonne. Ensuite, là, si je relance une seconde analyse et que je décide d'imputer, il y aura plusieurs types d'imputation, l'imputation par motif ou l'imputation simple. On commence par l'imputation simple. À l'instant où vous choisissez une colonne, qu'elle soit de type numérique, donc ou de type textuel, les possibilités d'imputation sont différentes. Par exemple, les colonnes de type numérique auront la possibilité, de manière automatique, de faire tout simplement la moyenne, la médiane, remplacée par des NAA, parce que les NAA, il y a des NAA qui veulent dire certaines choses, ou la valeur la plus fréquente. Pour l'instant, ce sont les imputations les plus simples possibles. Il y a bien sûr d'autres types d'imputations que moi j'utilise sur Kaggle, ou que mathématiquement qui sont un peu plus efficientes. Donc là, on va dire moyenne, j'applique,
Et là, si on relance l'analyse, tout simplement, nous allons voir que cette colonne non-footage ne va plus avoir de valeur nulle. Voilà, nous pouvons constater qu'il n'y a plus de valeur nulle pour la colonne là. Tout simplement parce que toutes les valeurs nulles ont été remplacées par la moyenne. Et il y a aussi l'imputation par motif. Pour l'instant, elle n'est pas encore totalement au point, mais bon. On va voir à quoi elle ressemble. L'imputation par motif essaye de se baser sur des probabilités ou tout simplement la fiabilité d'une chose en utilisant l'entropie ou si vous voulez des probabilités bayésiennes. Peu importe. Là, je choisis une colonne dans laquelle je veux remplacer une valeur. Je veux remplacer les valeurs nulles. Comme je dis, pour l'instant, elle n'est pas totalement au point, donc elle est en travaux. Et je choisis toutes les colonnes dans lesquelles je voudrais examiner les patterns possibles. C'est-à-dire voir si sur la colonne A, B et C et D, en utilisant toutes les colonnes, par exemple, de mon data, sauf la cible, quelle valeur se répète si on parle de ce principe-là, que chaque ligne correspond à une compréhension du donné, un chemin qui nous permet de faire des prédictions. Et on va réduire les dimensions petit à petit. Bon, ça paraît un peu compliqué les termes que j'utilise. N'hésitez pas aussi à le dire en commentaire pour que je puisse simplifier un peu plus tard. Donc là, on aperçoit le motif. On aperçoit le motif de quelle est la ligne en question. En utilisant toutes ces colonnes-là, quel pattern ressort. Là, on a 5 lignes. C'est juste une visualisation pour voir à peu près quels sont les patterns sur 5 lignes. Et quand on a ça, on peut dire, écoutez, je décide par exemple de remplacer les NA de la colonne que j'ai choisi probabilistiquement par les valeurs qui suivent la logique de chaque colonne. Par exemple, pour bien comprendre ça, on va laisser un peu l'abstraction, on va plutôt visualiser en tant qu'humain. Par exemple, quand je veux faire des courses, j'ai une liste de courses bien précise pour faire des œufs. J'aurais besoin d'œufs, d'huile, du sel peut-être. Et à chaque fois que je pars, cette liste-là se répète. À chaque fois que je pars, cette liste-là se répète. Et imaginez cette liste-là, on la mettait dans un tableau. Et dans ce tableau-là, c'est long à souhait. C'est juste trop long.